Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler d'équation de trajectoire. Nous sommes dans un chapitre de mécanique et plus particulièrement celui qui traite de la dynamique. Afin d'obtenir l'équation de la trajectoire d'un système soumis à des forces, il faut suivre une certaine démarche. Cette démarche sera toujours la même. La première chose à faire, c'est toujours de définir le système. On n'oubliera pas de rajouter ses caractéristiques comme sa taille, sa masse et toutes les propriétés qui peuvent avoir une incidence sur les forces qui lui sont appliquées. Après avoir défini le système, il est important de définir le référentiel. Ce qui est important, c'est que ce référentiel doit obéir à deux critères. Le premier, il doit être galiléen, forcément pour pouvoir appliquer les lois qu'on connaît. Le deuxième critère, c'est qu'il doit être judicieusement choisi pour pouvoir observer la trajectoire la plus simple. Après avoir défini système et référentiel, il est de bon usage de faire un schéma. Ce schéma doit regrouper toutes les informations du problème, mais surtout il doit définir un système d'axes avec une origine, un repère et des vecteurs directeurs. Seulement après avoir défini les axes qui vont être utilisés dans notre problème, on peut faire le bilan des forces. Le bilan des forces consiste tout simplement à lister toutes les forces qui s'appliquent au système. Si le système est dans un champ gravitationnel, il peut y avoir les forces gravitationnelles comme par exemple le poids. Si le système est dans un champ électrostatique, il peut y avoir la force électrostatique. Mais aussi peut y avoir des interactions de contact avec des forces de réaction par exemple. Bref, il est important de lister toutes les forces, d'en définir leur point d'application, leur direction, leur sens, leurs normes, mais aussi d'exprimer les différentes composantes dans la base qu'on a choisie juste avant. On dit alors qu'on fait la projection des forces sur les axes choisis. Cette décomposition sera très utile pour plus tard. L'étape suivante est de faire exactement la même chose pour les conditions initiales. C'est-à-dire qu'à l'instant initial, c'est-à-dire lorsque t est égal à 0, on peut avoir certaines conditions comme une vitesse initiale ou encore une position initiale qui n'est pas forcément nulle. Comme pour les forces, il faut projeter ces différents vecteurs de façon à en avoir les différentes composantes. Attention! Ne confondez pas les forces et les conditions initiales. Une vitesse n'est pas une force. Après avoir fait le bilan des forces et établi les conditions initiales, on peut ensuite passer à l'étape suivante qui est l'application de la deuxième loi de Newton. Alors cette deuxième loi de Newton nous dit tout simplement que la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale à la masse fois l'accélération de ce système dans un référentiel galiléen. On pourrait aussi parler de quantité de mouvement, qui est tout simplement le produit de la masse et de la vitesse. Mais c'est une autre histoire, on ne va pas détailler ça ici. Une fois avoir écrit l'égalité vectorielle liée au bilan des forces et à la seconde loi de Newton, on peut exprimer les coordonnées du vecteur accélération dans notre base choisie. On connaît les relations entre position, vitesse et accélération qui sont des relations de dérivée. Ainsi, comme l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, à partir des coordonnées du vecteur accélération, on peut obtenir les coordonnées du vecteur vitesse en faisant une primitive. Rappelez-vous que lorsqu'on primitive, c'est toujours à une constante près, et ces constantes seront déterminées à l'aide des conditions initiales. En primitivant la vitesse, on peut revenir à la position, qui elle aussi va intégrer des constantes qui seront définies par les conditions initiales. On obtient ainsi ce qu'on appelle les équations horaires. Attention, ces équations horaires ne sont pas les équations de la trajectoire. Elles donnent juste une indication de comment évolue chaque grandeur en fonction du temps. Afin d'obtenir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire de prévoir la chronophotographie qu'on aurait si jamais on étudiait le mouvement filmé, eh bien il faut éliminer le temps. Et à partir d'une des deux équations horaires, on exprime le temps qu'on réinjecte dans l'autre et on obtient ainsi l'équation de la trajectoire. Voici donc toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour obtenir l'équation de la trajectoire. On récapitule: définir le système, définir le référentiel qui doit être supposé galiléen et suffisamment simple, ensuite faire un schéma avec le bon système d'axes et les vecteurs directeurs, pour ensuite faire le bilan des forces projetées ainsi que déterminer les conditions initiales, avant d'appliquer la seconde loi de Newton pour exprimer le vecteur accélération qui, une fois primitivé, donnera la vitesse, puis une nouvelle fois primitivé donnera la position, et en éliminant le temps, on obtiendra l'équation de la trajectoire. Traitons tout de suite un exemple quasiment complexe, presque l'exemple le plus complexe que vous aurez. Supposons par exemple que l'on a un objet de masse m et que cet objet de masse m est lancé dans un champ de gravitation uniforme avec une certaine vitesse initiale v0 qui n'est ni horizontale ni verticale, oblique, et fait donc un angle alpha avec l'horizontale. Commençons par définir le système. Le système, c'est l'objet avec sa masse m. Le référentiel, ce sera les référentiels terrestres supposés galiléens, et on va utiliser dans ce référentiel-là un système d'axes O, X, Y,
z, portés respectivement par les vecteurs i, j et k. On peut donc dessiner le schéma suivant, que l'on va simplifier tout de suite en 2 dimensions en ne représentant pas la coordonnée z. Je complète le schéma avec le champ de pesanteur et aussi en représentant la seule force qui s'applique au système, c'est-à-dire le poids. Je peux représenter aussi la vitesse initiale avec son angle. Passons maintenant au bilan des forces. Sur le bilan des forces, je n'ai qu'une seule force, c'est le poids. Son point d'application, c'est le centre de masse du système. Sa direction, elle est verticale et son sens vers le bas. Sa norme vaut m fois g. Si maintenant je projette cette force dans mon système d'axes, je vois bien que P est dirigé en sens opposé à J. Et dans ce cas-là, je vais avoir une composante nulle sur l'axe X et une composante moins mg sur l'axe y. Je peux faire le même travail avec les conditions initiales, c'est-à-dire tout d'abord le vecteur vitesse v0 peut être séparé en 2 composantes, la composante selon x qui vaut v0 cos alpha et la composante selon y qui vaut v0 sin alpha. Je fais de même avec la position de l'objet qui est confondue avec l'origine du repère, ce qui me permet d'écrire que OM0, c'est-à-dire le vecteur position à l'instant initial, est repéré par les coordonnées 0, 0. Nous pouvons maintenant donc appliquer la deuxième loi de Newton qui me dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération et j'obtiens donc que la masse fois l'accélération est égale à moins mg fois le vecteur j. Cela me permet d'exprimer les coordonnées du vecteur a qui sont les suivants, 0 sur l'axe x et moins g sur l'axe y. Sachant que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, je peux obtenir la vitesse et ses différentes composantes en primitivant l'accélération. Pour obtenir Vx, je primitive Ax qui était nul et ça me donne donc la constante K1. Et lorsque je primitive moins g, l'accélération selon y, j'obtiens du moins gt plus une constante K2. On peut se poser la question maintenant, quelle est la valeur de ces deux constantes K1 et K2? Eh bien, il faut se référer aux conditions initiales, c'est-à-dire que si j'écris Vx à l'instant initial, Vx de 0, eh bien je sais que sa valeur, selon x, c'est V0 cosinus alpha. Ce sont mes conditions initiales. Mais je sais aussi, d'après la deuxième loi de Newton, que Vx, c'est aussi K1, quel que soit le temps. J'obtiens donc K1 égale V0 cos alpha. Je fais la même chose selon y. Je sais qu'à l'instant initial, V0y est égal à V0 sinus alpha. Mais je sais aussi que, quel que soit le temps, Vy est égal à moins gt plus K2. En écrivant cette expression-là au temps t égale 0, j'obtiens que K2 est égal à V0 sinus alpha. Au final, j'obtiens les deux expressions de la vitesse selon x et selon y en remplaçant les constantes par les expressions que j'ai trouvées. Maintenant, comme je sais que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, en primitivant ces deux composantes de vitesse, je vais obtenir les deux composantes de la position, c'est-à-dire x en fonction du temps et y en fonction du temps. La primitive de V0 cosinus alpha qui est une constante, ça va me donner V0 cosinus alpha t plus une constante K3. Et lorsque je fais la même chose sur y, je vais avoir du moins gt carré sur 2 plus du V0 sinus alpha t plus une constante K4. Attention, ne tombez pas dans le piège. Toutes les constantes d'intégration sont différentes, vous devez les nommer différemment et les déterminer individuellement. Avec les conditions initiales qui étaient ici que la position initiale était l'origine du repère avec les coordonnées 0, 0, eh bien je peux exprimer les constantes K3 et K4 qui dans notre cas sont nulles. Je procède exactement de la même façon, j'écris les équations que j'ai, au temps t égale 0 et je fais l'égalité avec les conditions initiales. J'obtiens ainsi deux équations, une x en fonction du temps et la deuxième y en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. Afin d'obtenir l'équation de la trajectoire, la dernière étape est la suivante, il faut que j'exprime le temps à partir d'une des équations pour la remplacer dans l'autre. Il est évident que je vais utiliser x qui est l'équation la plus simple pour exprimer le temps et j'obtiens que le temps t c'est x sur v0 cos alpha. Il me suffit de réinjecter cette expression du temps dans la deuxième équation et j'obtiens donc la chose suivante. En simplifiant un petit peu, je vais remarquer rapidement que y en fonction de x a une forme bien connue du type ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des constantes qui sont déterminées par le positionnement du problème. Donc je suis en train de démontrer que l'équation de la trajectoire va suivre une parabole. J'ai donc une trajectoire parabolique. C'est en étudiant l'équation de cette trajectoire ou éventuellement les équations horaires que l'on pourrait déterminer des caractéristiques de la trajectoire comme la portée, c'est-à-dire l'endroit où l'objet va toucher le sol. Je vous renvoie à votre cours de mathématiques sur les polynômes du second degré. Ou encore pour trouver le sommet de la trajectoire qui peut se trouver de deux façons. Soit c'est un extrémum, et donc vous savez que la dérivée est nulle en ce point-là, ou alors vous pouvez tout simplement vous dire que à ce point-là, la vitesse est nulle, et à travers l'expression de la vitesse, eh bien, vous retrouverez le temps pour lequel vous avez la position maximale. Et en leur mettant la valeur de y, vous obtiendrez donc la hauteur maximale atteinte par votre objet.
Voilà, ce petit cours est terminé. J'espère que c'était assez clair pour toi et que tu as bien compris. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Et puis, à la prochaine!